Bonjour à tous et bienvenue à notre table ronde en direct du 132e congrès des greffiers des tribunaux de commerce. Notre thème, vous le savez, est les greffiers des tribunaux de commerce au service de l'entreprise. Ce thème nous a permis d'aborder ce matin, vous l'avez vu, la définition de l'entreprise, la diversité des formes que celle-ci peut revêtir, le soutien de la puissance publique au développement de l'entrepreneuriat et les besoins des entreprises au quotidien. Bonjour à tous. En effet, cette table ronde va nous permettre de développer l'un des sujets sans doute les plus importants, qu'est l'accompagnement pour le chef d'entreprise. Pour ce faire, nous avons invité 4 personnalités au profil très différents, mais regardant tous dans la même direction. Vous pourrez poser vos questions en live tout au long de la table ronde, grâce au lien situé en dessous de la vidéo. Monsieur Pierre Pelouzet, je me tourne vers vous. Bonjour. Précédemment médiateur national des relations inter-entreprises depuis le 22 novembre 2012, vous avez été nommé médiateur des entreprises par décret du 14 janvier 2016. Chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, vous avez effectué une carrière en entreprise au sein du groupe ExxonMobil, mais également du groupe Cegelec ainsi que de la SNCF. Vous avez présidé de 2006 à 2012 la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France. Vous avez été également vice-président et trésorier de l'association Pacte PME et président de l'Observatoire des achats responsables. Vous vous appuyez sur une équipe de 40 médiateurs nationaux délégués, également 44 médiateurs régionaux placés auprès des directs partout en France, ainsi qu'une équipe nationale de 18 personnes. Élise Tissier, diplômée de la Grenoble École de Management, vous avez œuvré au sein de KPMG France puis CDC Entreprises, avant de rejoindre BPI France. Vous êtes aujourd'hui directrice de BPI France Le Lab, véritable laboratoire d'idées imaginé pour faire le pont entre la recherche et l'entreprise. À ce titre, vous dirigez entre autres les études de BPI France consacrées aux dirigeants de TPE, PME et ETI. Avec vos équipes, vous avez été au cœur de la machine BPI France pour accompagner les chefs d'entreprise pendant et en sortie de confinement. Vous élaborez actuellement une étude sur les dirigeants de PME face à la crise, à paraître fin novembre. Cette analyse est issue d'une enquête réalisée auprès de plus de 2000 dirigeants. Nous espérons donc avoir aujourd'hui en exclusivité vos commentaires sur les premiers résultats. Maître Marc Bignet, bonjour. Tu es greffier associé au tribunal de commerce de Saintes. Ta connaissance des entreprises et ton expérience professionnelle t'ont amené à créer APESA, dont tu es le président. Alors que la tendance est au mieux vivre en entreprise, on est tenté souvent d'ignorer le chef d'entreprise qui garde cette image d'invulnérabilité et a pour mission de prendre soin de ses salariés. Il s'avère qu'il existe une importante détresse psychologique du chef d'entreprise et les professionnels des juridictions consulaires se trouvent souvent démunis pour leur apporter l'aide humaine dont ils ont besoin. À ce jour, APESA est déployé sur 67 tribunaux de commerce. Vous avez formé 2522 sentinelles. Une équipe de près de 1200 psychologues sont venus en aide de plus de 730 chefs d'entreprise. Parmi ces derniers, nous trouvons des patrons de PME, de BTP, des artisans, des femmes dirigeantes, seules ou avec enfants, ou encore des pharmaciens, des boulangers. Dieudonné Pouky, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ESSEC, titulaire d'une maîtrise en économie et gestion des entreprises de l'Université de Strasbourg, greffier associé du tribunal de commerce de Paris, tu es depuis le 1er janvier 2019 président du GIE Infogreffe. Infogreffe, je le rappelle, c'est notamment un portail sur Internet qui assure la diffusion de l'information juridique et économique sur les entreprises pour le compte de l'ensemble des greffiers des tribunaux de commerce. Dans le prolongement de la mission de service public des greffiers, Infogreffe a pour priorité de faciliter l'accès à ces services et permet de dématérialiser les principales démarches auprès des greffes. L'information délivrée a une valeur légale. S'il vous plaît, pouvez-vous nous présenter en quelques minutes le médiateur des entreprises ainsi que ses missions ? Bien sûr, avec plaisir. D'abord, merci de cette invitation. C'est important pour moi d'être ici parce que vous êtes importants, vous autour de cette salle et bien sûr vous tous derrière cette caméra qui nous écoutez, comme relais de ce que nous faisons.
Nous sommes au service des entreprises. Le but du médiateur des entreprises, c'est de recréer par le dialogue un lien de confiance entre les acteurs économiques. Donc nous sommes saisis par des entreprises, principalement des petites, des TPE, des PME, des artisans, qui ont une difficulté avec un grand client, une grande entreprise, un acteur public, et qui se disent comment est-ce que je vais m'en sortir? Je ne suis pas payé, une facture qui n'est pas payée, je ne veux pas me fâcher avec mon client, un contrat qui est interrompu du jour au lendemain, un contrat qui est modifié unilatéralement par un client, une difficulté sur un bail commercial avec un bailleur. Tout ça, c'est des situations face auxquelles ces chefs d'entreprise se trouvent confrontés et se disent comment je peux faire. Et là, elles nous saisissent. Elles vont sur le site médiateurdesentreprises.fr et un de nos 80 médiateurs, vous avez rappelé nos médiateurs régionaux et nationaux, le plus proche ou la plus proche de chez elles, va les contacter, les écouter, parfois leur donner un petit conseil, leur dire faut peut-être passer un petit coup de fil, il y a peut-être ci à ça à faire. Et puis une fois qu'ils sont bien calés, c'est le médiateur ou la médiatrice qui, dans la plupart des cas, va chercher l'autre partie. La personne dans la grande entreprise qui est la plus appropriée, la personne dans l'acteur public le plus approprié, et va les amener autour de la table, ou j'allais dire récemment plutôt autour du téléphone, parce que le confinement nous a amené aussi à faire évoluer nos méthodes, et va créer un dialogue. Un dialogue, c'est important. Aujourd'hui, arriver à ce que deux personnes puissent d'abord s'écouter, se parler, se comprendre, et partir d'une situation de tension, une situation de difficulté, et en arriver à une solution. C'est ce que nous réalisons au travers de nos médiations. On fait des centaines et des centaines de médiations. D'ailleurs, le nombre de médiations a explosé depuis le confinement. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a 10 ans, c'est-à-dire à l'issue de la crise précédente, quand la médiation a été créée, on faisait une centaine de médiations par an. L'année dernière, on faisait une centaine de médiations par mois. Au mois de mars de cette année, on a multiplié par 10 le nombre de médiations et ça s'est prolongé sur avril, mai, juin. On en fait aujourd'hui un petit peu moins, mais ça reste colossal. Donc il y a un besoin de dialogue, il y a un besoin de rencontre et c'est ça que nous essayons de satisfaire avec un taux de succès aujourd'hui de 75%. C'est-à-dire dans les 3/4 des cas, les entreprises, j'allais dire, les hommes et les femmes qui viennent autour de la table trouvent une solution et c'est en ça qu'on peut les aider à recréer de la confiance. Et Laetitia, c'est maintenant à vous de nous expliquer votre action au sein de BPI France. Effectivement, de nous donner la parole. BPI France, alors son action pendant le confinement et la sortie de confinement a été celle qui l'anime depuis maintenant un certain nombre d'années, à savoir être au plus près des entrepreneurs, aussi bien par ses outils de financement que par ses outils d'accompagnement. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur tous les dispositifs qui ont été déployés pour ça. Et au sein de BPI France, vous avez un ensemble de directions, dont le Lab, qui est un laboratoire d'idées, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, au service des PME ETI. Et donc le rôle que le Lab a joué pendant cette période, ça a été à la fois d'être un observateur au plus près de ce qui est en train de se passer pour rapidement en tirer des premières leçons et des bonnes pratiques pour l'avenir, et aussi d'être auprès des entrepreneurs eux-mêmes, puisqu'il y a un certain nombre d'ateliers qui ont été organisés par BPI France avec des entrepreneurs PME, ETI, enfin TPE d'ailleurs aussi, PME, ETI, de manière très concrète. Dès les premiers jours du confinement, ce sont des plateformes téléphoniques évidemment qui ont été déployées, et ensuite il y a un certain nombre de choses, des fils WhatsApp qui ont été mis en place, des ateliers comme je le disais, donc c'est-à-dire des dirigeants qui se connectaient, ils pouvaient être 10, 15, et on faisait des petits groupes avec eux où on parlait des choses du moment. Alors il y a eu les premières semaines qui étaient liées à des décisions d'urgence, avec la mise en place de PGU, de chômage partiel. Et puis très rapidement aussi se sont posées les questions notamment managériales, de revue de l'organisation de l'entreprise. Et les équipes du Lab ont complètement participé à ce moment-là, puisque je pense que nous tous autour de la table, ce qu'on représente, c'est la proximité avec les chefs d'entreprise, c'est ce lien humain. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par les réseaux sociaux, mais avant tout, c'est le lien, quelle que soit, je dirais, la technologie qui permet de le tenir. Merci. Cher Marc, peux-tu nous expliquer le mécanisme d'APESA ? Et les difficultés des entreprises, on parle des défaillances des entreprises, mais parfois ce sont les entrepreneurs qui connaissent eux aussi des défaillances, parce que ce sont des êtres humains. Je crois qu'en matière pénale, comme nous sommes un peu tous des juristes, il y a l'élément moral de l'infraction. Je pense que de la même manière, il y a aussi l'élément psychologique de la défaillance, et ça se traduit tout simplement par une souffrance extrême. Et on a beau regarder, nous les praticiens, dans le code de procédure civile, le code de commerce, etc., il n'y a pas grand-chose. Il n'y a strictement rien d'ailleurs. Et comme personne n'a jamais serré la main d'une personne morale, il faut quand même rappeler que nous avons face à nous des hommes
hommes ou des femmes qui traversent des moments extrêmement difficiles pour plusieurs raisons. Déjà, socialement, certains sont ruinés, perdent tout, et aussi, je dirais, parce que la vie des affaires, c'est une succession d'engagements. Les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau, ils engagent leurs paroles, ils promettent, et ils continuent à promettre d'ailleurs, même lorsque les difficultés surviennent, et en promettant sans pouvoir tenir et respecter leurs paroles, c'est leur dignité qui en prend un coup, et ils arrivent dans les juridictions totalement défaits, psychologiquement ruinés. Et donc jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose, et grâce à la rencontre que j'ai faite avec un psychologue clinicien qui s'appelle Jean-Luc Douillard, spécialiste de la prévention du suicide, parce qu'on parle bien de souffrance aiguë, on ne parle pas d'accompagnement, de confort, on parle de gens qui ne croient plus à rien et qui, lors des audiences même, évoquent les idées noires, donc on voit très bien de quoi il s'agit. Eh bien, c'est très simple finalement, APESA, c'est de rappeler que chacun son métier, et donc nous sommes des techniciens du droit, nous pouvons accueillir, mais dans une certaine mesure, et quand la coupe est trop pleine, quand la coupe de la souffrance est trop pleine, eh bien, il vaut mieux savoir orienter ces entrepreneurs vers des gens dont c'est effectivement le métier, c'est-à-dire des psychologues qui vont pouvoir prendre en charge cette souffrance. Juste un mot pour corriger les chiffres qui ont été donnés. Les 730 personnes prises en charge, c'est uniquement depuis le début de l'année. Depuis sa création en septembre 2013, APESA a pris en charge plus de 3000 entrepreneurs. Bon, je vous laisse apprécier si c'est important ou pas. C'est-à-dire que derrière, il y a chaque unité, c'est aussi une vie humaine, et on a de nombreux témoignages qui sont sur des documents mis en ligne, à la fois des témoignages très, très, très émouvants, et en même temps de personnes aussi qui disent à quel point un soutien psychologique à ce moment-là leur a été utile. Oui, pardon. Merci, Marc. Merci Marc. Effectivement, j'étais en train de réfléchir sur mon erreur de chiffre et c'était très grossier de ma part. Non, mais tu as bien fait. Parce que 730 depuis le début, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, c'est à Dieudonné. Dieudonné, c'est à toi maintenant de nous présenter rapidement, même si les principales missions d'Infogreffe. Alors, je te remercie et je m'associe aussi aux autres intervenants. Je profite de cette occasion pour remercier en tout cas le bureau du Conseil national des greffiers et sa présidente Sophie Jeanval d'avoir organisé cette édition du congrès de façon dématérialisée qui est inédite parce que la crise de Covid est passée par là. Et malgré tout, ça nous donne quand même l'opportunité d'échanger, de porter la bonne parole, d'échanger sur des sujets aussi importants que l'entreprise. Alors, tout à l'heure, tu évoquais Infogreffe, c'est un portail, mais avant d'être un portail, c'est d'abord un groupement d'intérêt économique qui regroupe l'ensemble des greffiers des tribunaux de commerce. Il y a 141 greffes des tribunaux de commerce, 134 en métropole, 7 dans les départements et régions d'outre-mer. Depuis l'année dernière, des greffiers des tribunaux de commerce officient dans ces départements-là. C'est aussi une mutualisation des moyens, des expertises, voilà, qui a porté une idée qui est venue de dire il y a plusieurs registres locaux. Le chef d'entreprise qui est à Paris, qui a besoin d'informations, qui est situé au Mans, à Tours, avant 86, l'année de naissance de création d'Infogreffe, il fallait se déplacer ou envoyer une demande par courrier pour avoir un cabis, état civil de l'entreprise. Donc, les pères fondateurs d'Infogreffe ont eu l'idée de créer Infogreffe pour dire que toutes ces informations-là peuvent être diffusées à un seul endroit. Voilà, ça c'est la mission principale d'Infogreffe, de diffuser l'information légale détenue dans les registres légaux tenus par les greffiers de tribunaux de commerce. Ensuite, au fil du temps, nous sommes aussi des chefs d'entreprise. Nous sommes des officiers publics et ministériels, des professionnels libéraux, donc les attentes, les besoins des chefs d'entreprise, nous les connaissons, nous les côtoyons au quotidien. Donc c'est comme ça, ensuite, au fil des années, Infogreffe a investi, a adopté une stratégie d'investissement au fil des ans, d'innovation, et propose de nombreux services pour faciliter les démarches des chefs d'entreprise. Ils ont autre chose à faire, libérer leur potentiel. Donc même si les démarches administratives, les obligations qui s'imposent doivent être accomplies, mais cela doit être l'affaire des professionnels que nous sommes, il faut les faciliter, les accompagner. Donc ça, c'est la deuxième mission, faciliter. Ensuite, nous détenons des informations légales dans nos registres du commerce, aussi les privilèges et notissements. Nous sommes aussi des officiers publics et ministériels, authentifiant les décisions de la justice commerciale que nous diffusions. Donc toutes ces informations, ces données sont mises à disposition auprès des organismes, des institutionnels avec qui nous nouons des partenariats qui sont assujettis à la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent, c'est le cas de Tracfin, et récemment un partenariat avec le parquet national financier. Et ensuite, nous œuvrons aussi, nous accompagnons la modernisation de la justice commerciale en mettant à disposition de nos juges consulaires des outils numériques modernes. Et on parlera tout à l'heure du tribunal digital qui permet aux chefs d'entreprise d'accéder de façon simple, rapide et sécurisée à la justice commerciale depuis l'année dernière. Voilà. Merci Dieudonné.
Alors, nous allons maintenant passer aux questions. Je rappelle encore une fois à nos spectateurs que vous pouvez poser vos questions en live sur le site internet du Congrès. Et je laisse la parole à Françoise pour la première question. Alors, la première question, c'est concernant la crise, malheureusement. Donc, la crise que nous avons subie et que nous subissons encore à l'heure actuelle a remis l'humain au cœur des débats. Avec un souci constant d'un accompagnement du chef d'entreprise au plus près de ses besoins, comment avez-vous su gérer la crise? Avec quels outils? Est-ce que Dieudonné, tu veux bien commencer à répondre à la question? Alors, je te remercie. Alors, tout à l'heure, j'entendais, on évoquait, il faut différencier l'entreprise, l'entrepreneur. On remet l'humain au cœur des débats, parce qu'à la crise, moi, je dirais qu'avant tout, je veux faire cette observation-là, l'entreprise est d'abord et avant tout une aventure humaine. Donc, je pense, il faut se le rappeler. Et à ce titre, je pense que toutes les problématiques autour de l'entreprise doivent aussi intégrer ce facteur fondamental, la dimension humaine, qui est crise ou pas, je dirais. D'ailleurs, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, intrinsèquement, c'est un gestionnaire de tensions, c'est un gestionnaire de crise. En permanence, il connaît des moments de joie, au moment de la création de l'entreprise, au cours des développements, il y a des hauts et des bas, et tous ces moments, il les gère. Donc, mais pendant ces moments-là aussi, il a besoin d'être accompagné par des professionnels. Je disais tout à l'heure, nous rencontrons les chefs d'entreprise au quotidien, puisque la déclaration d'entreprise se fait auprès des greffiers de tribunaux de commerce pour délivrer l'extrait cabis, qui est l'état civil de l'entreprise. Et quand il modifie aussi la situation juridique, il a affaire aussi au greffier. Quand il veut se mettre sous protection de la justice commerciale parce que ça ne va pas, ou bien il doit signer, faire reconnaître ses droits, il passe aussi devant les tribunaux de commerce, ce sont les greffiers qui aiguillent. Tout ça pour vous dire que nous sommes des partenaires naturels des chefs d'entreprise, et c'est donc naturellement que nous sommes engagés, nous sommes mobilisés pendant la crise, pendant le confinement, en mettant tous nos moyens à disposition des chefs d'entreprise, des moyens qui existent déjà, des moyens numériques, puisqu'il a fallu fermer les accueils physiques, puisque notre accompagnement se fait aussi en proximité, on l'a évoqué tout à l'heure, au quotidien avec les chefs d'entreprise, mais là il a fallu que le numérique, il a pleinement joué son rôle, puisqu'il fallait quand même poursuivre l'activité. C'est ce que nous avons fait. Nous avons des outils qui existent déjà, développés depuis des années. C'est le portail InfoRef. Les chefs d'entreprise ont pu réaliser des créations d'entreprises. On a eu plus de 30 000 pendant le confinement. Il y a eu des dépôts de modifications d'entreprises. Il y a eu plusieurs formalités qui ont été accomplies pendant le confinement grâce au portail qui existe déjà depuis 2007. Les chefs d'entreprise ont pu donc l'utiliser. On a aussi d'autres outils qui existent comme DataInfoRef. C'est des outils qui permettent aux chefs d'entreprise de faire des études de marché, d'avoir des informations fiables, mises à jour quotidiennement. Et ensuite, il y a eu aussi le tribunal digital, qui est la dernière innovation majeure de notre profession l'année dernière. C'est cet outil qui permet aux chefs d'entreprise d'entrer en lien avec le tribunal de commerce en quelques clics et de façon sécurisée. Nous avons lancé aussi l'année dernière Monidenome, qui est un service d'authentification qui a permis pendant le confinement aux chefs d'entreprise d'obtenir de façon illimitée gratuitement son cabis, ce qui a permis aussi de faire face aussi à d'autres démarches, même si physiquement il était difficile d'aller dans les greffes pour obtenir ce document-là. Ils ont pu se servir en passant par Monidenome, qui est un service d'authentification. Nous avons mis aussi en place un numéro vert gratuit qui a permis aux chefs d'entreprise de rentrer en contact avec la profession de façon en direct, puisque le personnel, nos collaborateurs, ont été pour la plupart mis on fait du télétravail. Donc, même si physiquement, on n'a pas pu accéder à nos offices, en tous les cas, nos collaborateurs, les greffiers ont travaillé en back-office et nous avons pu renseigner, aiguiller. Une adresse mail aussi avait été dédiée, mise en place pour pouvoir aussi recevoir des questions et répondre aux problématiques des chefs d'entreprise pendant cette période-là. Voilà ce que je peux vous dire, grosso modo, pour laisser la place aussi aux autres intervenants. Peut-être la gestion de la crise et les outils que vous avez utilisés. Alors, sur les dispositifs utilisés pendant la crise, je dirais que comme BPI France est une banque, on pense immédiatement aux outils de financement, mais je reprendrai les propos de notre directeur général qui dit que nous sommes un réseau social entrepreneur avec une banque au-dessus. Donc ça se matérialise comment? C'est que bien sûr, il y a des outils de financement pendant la crise. BPI France a joué pleinement son rôle sur le PGE, donc bien sûr qui a été distribué par les banques privées et on en a assuré la plateforme pour l'ensemble des entreprises. On a eu également un numéro vert qui a permis de répondre à 100 000 entrepreneurs qui tout simplement ne cherchaient pas forcément une information à ce moment-là sur le PGE, mais qui avaient besoin d'un contact. On a eu quand même tous cet effet de sidération. C'est vrai aussi pour le gestionnaire de crise dont vous parliez. Et puis,
Au-delà des outils de financement, mon but ici n'est pas d'en citer 50, ça n'aurait pas vraiment de sens. C'est toute une palette que je vais appeler d'outils d'accompagnement. Et donc là aussi, pour vous situer un petit peu, dans les accélérateurs de BPI France, qui sont des dispositifs d'accompagnement qui peuvent durer de 12 à 24 mois, il y a à peu près 1000 entreprises qui ont été accompagnées, qui sont en cours d'accompagnement ou qui devaient l'être hors contexte Covid. Et bien, ces 1000 chefs d'entreprise ont été contactés un par un pendant 2 heures par des équipes de BPI France pour comprendre les questions qu'ils avaient, leurs problèmes immédiats. Et c'est à partir de ces appels qu'on a pu aussi tous comprendre, enfin on avait des synthèses, je dirais, par type d'entreprise pour comprendre où étaient les besoins. Et après, là encore, une palette de réponses qui a été apportée, pas toujours individuelle, parce que c'est pas toujours possible, mais en tout cas, dans la mesure du possible, des réponses qui ont été apportées à l'ensemble de ces chefs d'entreprise pendant, là je vous parle effectivement vraiment pendant la phase de confinement. Merci beaucoup. Monsieur Peu, vous voulez peut-être rebondir, vous avez plein de choses à nous dire sur cet accompagnement des... C'est vrai. Alors, je suis en train de penser, la médiation est issue d'une intuition. À la fin, j'allais dire, non, c'est en 2010, donc vous voyez, en plein milieu de la crise précédente, on s'est dit, probablement que le dialogue, probablement que l'humain doivent apporter des réponses au chamboulement qu'on est en train de vivre. Et donc, on a créé cette médiation, et elle a un petit peu servi à l'issue de la crise précédente, mais elle est restée en place parce que, finalement, elle servait aussi hors crise. Et comme je vous le disais, on a vu petit à petit ce réseau de médiateurs. Alors, je rappelle effectivement 40 médiateurs en région qui sont dans la directe, donc en proximité des entreprises, formés à la médiation. C'est important, on ne s'improvise pas médiateur, il faut vraiment avoir les outils, la connaissance, la compétence. Et puis, plus de 40 médiateurs nationaux qui, eux, sont des bénévoles, retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce. Je suis sûr que la plupart d'entre vous doivent connaître un certain nombre des médiateurs que nous avons et qui sont d'anciens juges et qui se sont formés à la médiation parce que ce n'est pas exactement le même métier. Et donc, c'est monté petit à petit et on a fait passer, je pense, aux chefs d'entreprise cette idée que le dialogue pouvait les aider. On l'a probablement bien fait passer, puisque comme je le disais aussi tout à l'heure, on est passé entre début mars d'une 60aine de sollicitations par semaine à mi-mars 600 sollicitations par semaine. Alors quand vous voyez arriver ce tsunami, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, vous mobilisez les équipes, c'est-à-dire que tous les médiateurs, on les a mis, on a dit attention, ça arrive, il y a une vague qui arrive, et puis on a la chance, comme je le disais, d'avoir des bénévoles, et donc on avait année après année des gens qui nous avaient dit moi ça m'intéresse, je suis formé à la médiation, si tu as besoin d'un coup de main, je viens t'aider. On les a tous appelés, je peux vous dire, en quelques jours, on était en plein confinement, je vous rappelle un peu le contexte, on les a tous mobilisés, tous ont répondu, j'ai même reçu via LinkedIn, via Twitter, via les réseaux sociaux, des gens qui m'ont dit si on peut vous aider, on est là aussi. Donc on a mobilisé toute cette énergie. On a mobilisé une partie de l'équipe centrale aussi qui était formée à la médiation mais qui était sur d'autres sujets. On a des chartes, on a des labels. On les a tous mis sur la médiation et on a avancé comme ça. Et petit à petit, on a appelé tous ces chefs d'entreprise. On a pu absorber cette vague et leur apporter une réponse. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le réflexe de ces entrepreneurs, ça a été on va essayer le dialogue. Donc ils avaient entendu notre message, et ils ont essayé ce dialogue et la bonne nouvelle c'est que ça a marché puisque notre taux de succès est resté à peu près constant pendant toute la crise et encore aujourd'hui où on est à 2-3 fois plus que ce qu'on faisait auparavant. La bonne nouvelle aussi c'est qu'on a pu y répondre et j'en profite pour remercier tous nos médiateurs, ceux qui sont en région et puis les bénévoles qui se sont mobilisés, qui continuent à se mobiliser. Donc voilà, il faut continuer à faire passer ce message parce que malheureusement, même s'il y en a eu beaucoup qui sont venus, je suis persuadé qu'il y en a encore beaucoup, soit qui ne nous connaissent pas bien, soit qui n'osent pas nous saisir. Donc il faut leur dire, venez, essayez, vous serez accompagnés, vous serez conseillés, vous serez protégés. On n'est pas là pour vous mettre encore plus en difficulté, on est là au contraire pour vous permettre de sortir par le haut, par le dialogue, par la conviction mutuelle d'une situation qui est difficile pour vous. Très bien, merci. Il faut savoir parler de ces difficultés. Marc, tu peux certainement nous en parler, l'évoquer dans le cadre d'APESA. En fait, je pense, moi qui essaie d'être musicien, je pense que le tempo est extrêmement important. C'est-à-dire que si on apporte une solution, si on apporte aujourd'hui une solution d'hier ou de demain, c'est pas le bon tempo. Il faut être contemporain des difficultés qui se posent aujourd'hui. Et je veux dire que dans APESA, nous étions prêts. Personne n'a eu besoin de nous rappeler que l'humain était extrêmement important. On plaidait parfois un peu dans le désert, et on a vu apparaître subitement des gens qui se sont intéressés et qui ont eu très très
peur et qui se sont tournés vers APESA. Et donc, je dois dire qu'en 3 semaines, eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mobilisé des psychologues. On a un réseau de 1200 psychologues. Il y en a 400 qui se sont mobilisés pour mener ce combat pour la création du numéro vert qui a été créé à la demande du ministère de l'économie, de la Direction générale des entreprises, en partenariat avec CCI France, CMA France et le soutien financier aussi d'Harmonie Mutuelle. Et nous avons ainsi dans cette période formé 1000 sentinelles de plus et reçu, alors les chiffres encore une fois, voilà, je vous les laisse apprécier, reçu 800 appels. Et je vous rappelle que derrière chaque unité, chaque appel, c'est une vie qui est aussi en jeu. Et on a eu le témoignage de psychologues qui ont accompagné des chefs d'entreprise sur un parking et à qui on a remis la corde qui avait été achetée pour se pendre, vous voyez, et des chefs d'entreprise qui étaient dans une situation psychologique telle que certains ont été hospitalisés. Voilà, donc pas de surprise. Nous avons, et en 3 semaines, bâti, ce qui n'était pas très très compliqué. Je veux dire que c'est aussi grâce à mes fonctions de greffier, on a l'habitude un peu de manipuler de la technologie, etc. Finalement, cette technologie elle doit aussi servir à prendre en charge des situations parfois complexes, et y compris psychologiques. Et moi, je pense que ce qui ressort un peu de ces premiers échanges, c'est que finalement, le monde économique, ça doit être un tout. C'est-à-dire un tout, d'ailleurs, avec une manière un peu polysémique, c'est-à-dire que c'est un tout à la fois où on doit envisager la création d'entreprises et éventuellement les possibilités de l'échec. Comme ça, on a une vue un peu plus large et on est moins pris au dépourvu. Et également, Monsieur Pellouzet, on a échangé avant le début de ce congrès, une unité au sein du monde économique. Monsieur Pellouzet passe son temps à rappeler que les grandes entreprises doivent payer leurs factures dans les délais. Voilà, les choses ne sont pas si naturelles au sein du monde économique. Après, je dois dire que moi, je n'ai jamais cru que la valeur, la pérennité d'une institution tenait à l'épaisseur de ses murs. C'est aux acteurs de faire en sorte d'être présents, prêts à répondre et en capacité de se mobiliser, même si parfois, d'ailleurs, effectivement, si j'étais resté simplement greffier, je n'aurais pas créé APESA. Donc voilà, après c'est un outil qui est au service et dont certains s'emparent. Donc je vous rappelais, 67 tribunaux actuellement s'en sont saisis. Parfait. Donc, quelles leçons peut-on tirer de cette crise? Doit-on tirer des leçons? Je pense que oui. Est-ce que vos priorités ont changé au sein de vos différents organismes, institutions? Comment peut-on voir à plus de hauteur par rapport à ça? Monsieur Pellouzet. Oui, bien volontiers. Je crois comme dans toute crise, on a vu des choses étonnantes. Nous, ce qu'on a constaté, c'est 3 types d'attitudes. On a vu ceux qui se recroquevillaient sur eux-mêmes et qui disaient chacun pour soi. Vous parliez de paiement tout à l'heure, on a vu des entreprises qui ont juste arrêté de payer leurs fournisseurs. Ils disant, voilà, c'est la crise, je vais garder ma trésorerie pour moi, et puis les autres se débrouilleront. On a vu ceux qui faisaient comme d'habitude, ce qui n'est pas forcément une bonne démarche. Et puis on a vu un certain nombre de pionniers qui se sont dit, moi je veux faire différemment, par exemple sur les paiements toujours, je vais accélérer les paiements des petites structures pour les aider à passer le cap. Ce que cette crise nous apprend, c'est ça, c'est qu'on peut tous, et là je reviens à l'humain, à l'individu, avoir un comportement plutôt exceptionnel, plutôt nouveau, plutôt solidaire, et dans le bon sens du terme, mais attention, on peut tous aussi avoir le mauvais réflexe de se recroqueviller. Nous, notre rôle, c'est de faire bouger ça, au travers de nos outils, au travers de la médiation, des chartes dont je parlais, de toutes les interventions qu'on peut faire. C'est rapidement d'aller voir ces personnes, parce qu'encore une fois, c'est une question de personnes, c'est pas une organisation qui décide d'être bien, pas bien, c'est des personnes qui font bouger l'organisation. D'aller voir ces personnes et de leur dire, soit, attention, là, vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous êtes en train de détruire de la valeur partout, soit, bon, vous faites comme d'habitude, mais attention, on est dans une période exceptionnelle, soit bravo, continuez, parlez de ce que vous faites, montrez ce que vous faites. Donc voilà, je pense qu'on apprend des choses. On apprend que la solidarité économique, c'est pas un mot stupide, c'est une vraie démarche et qui, j'espère, va rester au-delà de la période de crise, parce que si on apprend à se parler, à se serrer les coudes, à travailler ensemble, on a tous à y gagner, qu'on soit petit, grand, moyen. Et donc, cette crise, peut-être, nous aura amené ce côté au moins positif. Elle nous aura amené aussi des difficultés, mais tous ensemble, je pense qu'on peut la vaincre. Merci. Dieudonné, oui, c'est intéressant. Sur les leçons à tirer, justement. Oui, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a plusieurs leçons qui peuvent être tirées de cette crise-là. Vous avez rappelé la crise de 2008-2009. Est-ce qu'on peut commencer par un constat, c'est que ces crises-là commencent à constituer, à caractériser de façon prégnante le monde des affaires. Donc de plus en plus de complexité, d'incertitude. Ces éléments structurants, je pense, doivent être pris en compte
dans les solutions qu'on peut proposer. Et je rebondis sur ce que vous évoquez tout à l'heure, le dialogue. Moi, s'il y a une leçon principale que je peux tirer de cette crise, c'est que lorsque le collectif est au rendez-vous et à l'œuvre, et que les parties et que les préoccupations sont partagées en toutes les parties prenantes, je pense qu'on peut imaginer, proposer des solutions idoines pour faire face à ces difficultés et rebondir. Ça, c'est très important. Moi, je pense que c'est ce que je retiens. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de notre profession. Les échanges étroits pendant le confinement entre les juges consulaires, les greffiers des tribunaux de commerce et notre ministère de tutelle, ça a permis en tout cas de proposer de nouveaux textes, en tout cas qui nous ont permis de pouvoir donner des audiences de façon dématérialisée, ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas possible. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas imaginer. Vraiment, en fait, le confinement s'est décidé le 17 mars, le 1er avril, on a tenu nos premières audiences à Paris. En tout cas, moi, je parle pour le greffe de Paris. On a tenu les premières audiences de façon dématérialisée. Et ça, c'est grâce au concours, grâce au collectif, en tout cas. La préoccupation a été partagée. Le chef d'entreprise a été mis au centre des préoccupations. Et ça a permis, en tout cas, d'avancer tous ensemble. Et je rebondis sur cet aspect du dialogue, du collectif. Et je crois qu'on peut arriver à proposer vraiment des solutions, quelles que soient les situations. Toutes ne seront pas peut-être bonnes, efficaces, mais en tous les cas, il est important que tout le monde se mette autour de la table pour proposer des solutions au bénéfice des chefs d'entreprise. Madame Tissier, alors les leçons de la crise, le collectif. Moi, j'ai envie de réagir aussi par rapport à ce qui a été dit, parce que je souscris parfaitement et ça m'évoque quelques idées. Vous parliez de la crise de 2008. Moi, je me souviens, évidemment, à ce moment-là, dans l'auto et l'aéro, c'était quand même le marasme. Et à l'époque, on avait un partenariat avec le CETIM, donc dans les industries manufacturières. Ils avaient développé un programme pour des dirigeants de PME qui s'étaient pris littéralement un mur. Puisque à l'époque, moi, j'aime, excusez-moi l'expression, raconter qu'ils vivaient dans un monde entre guillemets certain, dans la mesure où ils étaient rang 3 ou rang 4, ou parfois d'ailleurs juste rang 2, et ils avaient un donneur d'ordre qui leur passait les commandes avec une superbe visibilité, les choses allaient plutôt bien, et du jour au lendemain, tout s'arrête. Et là, ils découvrent que le monde est incertain. L'incertitude, elle existait déjà avant, simplement ils n'en avaient pas conscience. Moi, je pense que ce que cette crise nous rappelle, c'est qu'on parle beaucoup d'incertitude et en même temps, elle a rappelé à tout le monde que cette incertitude, elle est vraiment présente pour toutes les entreprises. Alors évidemment, encore plus forte qu'avant, de même que la complexité. Elle existait avant la crise, elle est encore plus forte, notamment pour des raisons sanitaires. Et donc, du coup, ce parallèle que je faisais avec la crise de 2008, c'est que pour un dirigeant d'entreprise, travailler sur sa stratégie, travailler sur sa vision stratégique, sur son cap, c'est aussi important en 2020 que ça l'était en 2008, en 2009 ou en 2010. Donc la crise, elle vient nous rappeler des choses. Après, le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, c'était sur la solidarité économique. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas se mentir, il y a des acteurs qui ont des comportements différents. C'est vrai pour des dirigeants d'entreprise. Chez BPI France, on aime les dirigeants optimistes qui veulent accélérer, etc. Tout le monde n'a pas envie d'accélérer, tout le monde n'est pas optimiste. Et donc forcément, les réponses apportées à la crise vont être aussi différentes. Et c'est vrai aussi entre acteurs économiques. Je peux vous raconter une anecdote. Donc je vous disais, on organisait des ateliers, nous, pendant le confinement. On pensait déjà, on était au mois de mai, on se disait comment sera le monde de demain. Et on a organisé des ateliers avec des PME d'une part et avec des grands groupes d'autre part. Et les grands groupes, que je ne citerai pas, et je ne lance pas la pierre, avaient un discours très très positif vis-à-vis des PME en disant que justement ils faisaient jouer pleinement la solidarité, ils faisaient part aussi de leur politique RSE. Et les PME qui travaillaient avec ces grands groupes faisaient un constat qui était fondamentalement différent. Je ne juge pas, mais j'observe qu'il y a quand même des discours et certainement des pratiques qui sont différentes. Donc effectivement, je pense que des acteurs comme nous, BPI France, devons aussi porter un discours sur la solidarité économique. C'est aussi comme ça, la résilience d'un pays, elle se joue aussi sur la résilience des acteurs de ce pays. Et je pense qu'on a un rôle à jouer, enfin d'ailleurs tous autour de la table. Et le troisième élément sur lequel je voulais réagir, c'est sur le collectif. Ce qu'on a observé, nous, alors là pour le coup vraiment au niveau des PME, c'est que certains dirigeants qui aiment bien diriger aussi, avec cette espèce de statut du héros, ont compris aussi pendant la crise qu'ils pouvaient compter sur leurs équipes. Et il y a une vraie prise de conscience très positive du collectif de l'entreprise. Nous, on a entendu aussi des dirigeants qui nous rapportaient parfois des difficultés entre col bleu et col blanc, où finalement les cols bleus étaient à fond
pour leur entreprise, là où les cols blancs, pour certains, encore une fois, je ne cherche pas à faire des généralités, hein, mais avaient des postures qui n'étaient pas tout aussi engagées dans l'entreprise. On a observé aussi des équipes de direction qui jouaient beaucoup plus leur rôle, parce que le dirigeant, il fallait qu'il fasse tout à la fois, et il ne pouvait pas tout faire à la fois. Et ceux qui ont en tout cas accepté de se reposer un peu plus, enfin, pas se reposer, mais en tout cas de déléguer un petit peu plus auprès de leurs équipes, ont eu des très bonnes surprises. Et ce collectif, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ont aussi changé pendant cette période absolument exceptionnelle, où forcément personne n'avait vraiment de référentiel sur ce qu'il avait pu connaître par le passé. Marc, tu as montré donc la réactivité d'Apesa en créant ce numéro vert, mais as-tu tiré des leçons ou est-ce que les choses se sont priorisées pour Apesa ou pas? Bon, je commence à avancer un peu en âge et finalement je crois bien que je vais finir par parler comme mon grand-père. Hein. C'est-à-dire que la crise nous a tellement appris qu'on se demande si finalement c'est pas salutaire que de temps en temps il y ait des crises pour nous rappeler que finalement on oublie un peu assez au quotidien, la solidarité, etc. C'est-à-dire qu'on a appris tellement de choses dans cette crise, on a redécouvert tellement de choses que je trouve que ça a permis de nouer des accords entre des structures et des services qui avaient des statuts un peu différents. Finalement, ça a recréé, vous le disiez en introduction, recréer du lien. Donc c'est extrêmement important. Et donc en fait, ce que j'en déduis aussi, c'est alors cette crise, elle a finalement l'avantage d'être majeur et global, comme ça tout le monde se sent concerné, c'est très bien, mais en fait au sein d'Apesa, on se préoccupait des crises personnelles, individuelles, mais elles étaient aussi tout aussi intenses, et finalement, je dirais, les deux choses finissent par se rejoindre, ça prouve qu'en fait c'est pas contradictoire, qu'on a aussi tout intérêt à se préoccuper de petits phénomènes locaux parfois, et que ça peut, surtout en période de crise majeure, servir l'intérêt général. Après, en fait, on peut aussi faire tout ça, nous, en tant qu'officiers ministériels, parce qu'on dispose d'une certaine latitude, d'une certaine liberté, de certains moyens qu'on met au service du collectif, de l'intérêt général. Et ensuite, pour conclure, je dirais que ce qui aussi s'est diffusé dans cette période, c'est, je dirais, l'esprit de justice que disait Monsieur Pelouzet, apprendre à des grands groupes qu'on doit, pour des raisons d'équilibre économique, respecter ses sous-traitants, etc. Bon, ça contribue et ça participe à l'esprit de justice. Et je n'ai jamais cru d'ailleurs que cet esprit de justice, il était animé uniquement par les juridictions et ses acteurs. C'était suffisant, évidemment, et donc c'est aussi aux acteurs du monde de la justice, en faisant comprendre que le symbole de la justice, c'est l'équilibre, et que cet équilibre qui peut, dans certains cas, être un combat, il y a des combats à mener, eh bien, ça peut servir l'intérêt général. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Marc. C'est vrai que cette crise nous a rappelé aussi l'importance d'avoir des outils de travail à distance, un numéro de téléphone, un portail Internet fiable, mais on est tous également dans l'humain, dans la proximité, dans notre travail au quotidien. Pourquoi le couple service numérique et maillage territorial est fondamental dans votre action à tous les quatre? Peut-être Dieudonné, commencez. Alors, dans nos missions effectivement d'accompagnement, nous recevons les chefs d'entreprise au quotidien. Moi, à Paris, on a beau dire, on reçoit 300, 400, on connaît aussi parfois des pics qu'on a connus, même si le numérique s'est développé, 500 ou 800 personnes par jour. On connaît des pics comme ça, par moment. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a beau avoir des outils numériques, pour nous, en tout cas, la fracture numérique existe aussi. Ça, il faut se le rappeler, c'est conscient, même au greffe de Paris. Pendant le confinement, moi, je me suis retrouvé parfois au greffe ou à Vincennes et Chaffaut-Greffe, de voir les chefs d'entreprise se déplacer, alors qu'on a cessé d'informer, de dire que les bâtiments publics, que tout était fermé, l'accueil physique, mais les gens se sont déplacés. Nous avons reçu aussi des dossiers papier, malgré que le numérique, malgré que les pouvoirs publics avaient pris les dispositions législatives réglementaires pour inciter à passer par le numérique. Donc, le numérique, le tout numérique ne suffit pas, parce que la fracture numérique est là. C'est pas parce que, je dirais, qu'on a des outils numériques qu'on sait s'en servir en toutes circonstances. C'est pas parce que aussi qu'on sait s'en servir, inversement, c'est pas parce qu'on sait s'en servir qu'on a des outils aussi numériques. Donc, il y a une réalité qui est là. Les chefs d'entreprise aussi, on peut pas accompagner le chef d'entreprise d'une TPE de la même façon que un chef d'entreprise d'une PME ou d'un grand groupe. Donc, il faut adapter aussi, je dirais, notre accompagnement par rapport au type de structure et au profil des chefs d'entreprise. Donc, c'est important. Je n'ai jamais cru au numérique. Le numérique, pour nous, dans notre vision des choses, c'est une alternative, ce n'est pas une fin en soi. Donc, il faut accompagner
celui qui n'a pas la possibilité d'utiliser le numérique, parce que ça existe. L'année dernière, je me suis retrouvé à 30 km à déployer les services, à expliquer un peu les services d'infogreffe, dans un beau coin de France, à 30 minutes du TERR de Lyon, mais je peux vous assurer que je n'avais pas la connexion Internet. D'accord ? Donc c'était impensable. Un beau domaine, c'était magnifique, un beau coin, mais la connexion Internet n'était pas possible. Doit-on priver ces chefs d'entreprise de la possibilité de créer ? Il faut être ouvert, il faut être conscient que cette situation existe. Donc le maillage territorial est important. Il faut donner la possibilité aux chefs d'entreprise qui ne peuvent pas utiliser le numérique parce qu'aujourd'hui c'est le discours, le tout numérique, mais ça ne suffit pas, ça ne règle pas toutes les problématiques. L'accompagnement doit être multiforme, multicanal aussi, pour satisfaire, je dirais, toute cette population, cette diversité de chefs d'entreprise que nous côtoyons au quotidien. Merci Dieudonné. Monsieur Pelouzet, peut-être ce couple service numérique et humain, maillage territorial, présentiel. Nous aussi, on a beaucoup appris pendant cette crise. Notre approche de base, c'est quand même le présentiel. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit recréer un lien de confiance entre deux personnes, c'est quand même mieux si les personnes sont dans la salle, si elles peuvent se sentir, se toucher, échanger, regarder les mouvements, tout le corporel qui va derrière le langage. Et donc, on essayait de privilégier le présentiel. Évidemment, avec le confinement, on a dû apprendre en accéléré qu'il n'y avait pas que le présentiel dans la vie et que on devait utiliser Zoom, Web machin, enfin toutes les applications que nous avons tous maintenant sur nos téléphones depuis quelques mois, plus l'audioconférence. Et on a appris que c'était possible aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de ces médiations qui se sont passées et qui ont réussi avec des outils numériques ou avec des outils téléphoniques un peu à l'ancienne, ce qui veut dire qu'on arrive aussi à faire passer des choses par ces outils-là si on apprend à les utiliser, à les maîtriser. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un certain nombre de médiations les plus complexes, là où la discorde était la plus envenimée, il valait mieux qu'on attende un peu et qu'on attende la possibilité de revenir en physique, et on les a fait revenir en physique, et là on a pu les résoudre. Donc voilà, il y a une adéquation à trouver, il y a un équilibre à trouver. Face à l'affluence, déjà, on était obligé de réagir, mais face aux conditions sanitaires aussi. Le numérique peut apporter quelque chose, mais attention, probablement le numérique, et moi j'ai tendance à le dire souvent, doit nous libérer du temps, mais ce temps doit être investi dans plus d'humains, et non pas dans plus de numérique ou je ne sais quoi d'autre. Si on arrive à faire ça, on va trouver le bon équilibre. Je voulais juste, si vous permettez, revenir sur le numérique. On sait très bien, la technologie, le numérique, quand ça marche, tout est formidable, en tout cas. Mais quand la machine se grippe, là, tout semble s'arrêter. Et là, c'est là où c'est important d'avoir quand même des alternatives entre le côté, la proximité, je dirais, physique, présentielle, et le numérique, qui permet aussi, effectivement, de dégager le potentiel des chefs d'entreprise. Celui qui n'a jamais vécu l'image qui se frise sur son Zoom ou sur Microsoft Teams lève la main. Voilà, je crois qu'on a tous vécu ça. Et là, on est très frustrés, surtout quand c'est une médiation et qu'on est dans un moment évidemment particulièrement tendu et que d'un coup, tout s'arrête et on voit qu'on n'a plus assez de réseau. Madame Tissier, que pensez-vous de cette problématique au sein de BPI ? Est-ce que vous avez subi une réponse rapide parce que clairement ça fait consensus, il faut les deux. Le numérique, pareil, je pense que c'est important qu'on se le répète tel un mantra, c'est un outil au service d'eux. Ça ne doit pas être une fin en soi. Parfois on l'a oublié. Et donc, clairement, pour moi, le numérique, ça peut apporter en tout cas de l'efficacité, ça peut rendre des services, on l'a vu notamment pendant le confinement. Il faut se dire aussi qu'on est quand même bien dans un monde numérique. Alors, nous, on aime parler de transformation des entreprises dans un contexte digital et non parler de transformation digitale. Parce que là aussi, ça fait souvent peur aux chefs d'entreprise qui pensent que tout doit passer par des outils numériques. Or, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire dans mon entreprise ? Et l'outil est là pour répondre après à différentes problématiques. Et puis après, sur l'humain, on en a beaucoup parlé. Si je vous prends l'exemple de BPI France, on est parti du principe que toute cette phase, on a pu bien la passer parce qu'on avait un capital relationnel très fort, qu'on a vécu sur ce capital relationnel. Et dès fin juin, notre directeur général nous a demandé de tous revenir au bureau, non pas parce qu'on ne travaillait pas chez nous, mais parce que ce capital relationnel, il pouvait commencer à s'effriter un petit peu. Et je pense que ce qu'on a vécu dans notre organisation peut se vérifier dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille finalement. Bien sûr.
Marc, as-tu quelques mots à rajouter sur... Moi, j'aimerais peut-être éventuellement citer un poète, voilà, dire simplement le local, voilà, ce qui est parfois un peu déconsidéré, le local, c'est l'universel sans les murs, voilà, donc, déjà. Et ensuite dire que ce à quoi nous oblige finalement et notre époque, mais aussi notre profession, au-delà, c'est à penser la complexité, c'est-à-dire à la fois et l'humain et la technique. Certains problèmes traités par quelques grandes structures privées indépendantes peuvent négliger certains aspects. Dans le cadre de nos fonctions, vous pouvez ne négliger aucun aspect. Pourquoi ? Parce que nous sommes un service public et qu'il faut plusieurs entrées, il faut plusieurs accueils, il faut un accueil dématérialisé, il faut un accueil numérique, mais il faut aussi un accueil humain. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une dissymétrie entre nous qui sommes quand même en quelque sorte des sachants, maîtrisons et la technologie et, on peut l'espérer, un certain savoir juridique, et alors que nous sommes confrontés à des entrepreneurs qui ne connaissent pas par cœur le livre 6 du Code de commerce et qui ne sont pas tous ingénieurs en informatique et qu'ils sont dignes d'intérêt malgré tout, puisqu'ils ont eux aussi d'autres compétences et bien des talents, et qu'en fait il faut réussir à combiner tout ça. Je dois dire que la technologie, elle peut aussi être mise au service de l'humain, puisque nous avons créé ce numéro vert dans APESA et que dans les prochains jours, nous allons mettre en service l'application APESA, et donc sur smartphone et tablette, eh bien, au service de l'humain, des entrepreneurs en plus grande souffrance, eh bien, on pourra déclencher des alertes encore plus facilement, et ça va permettre de libérer les sentinelles qui sont sur le territoire national, qui, à l'occasion d'une rencontre avec un entrepreneur, sans être vissés devant leur écran, eh bien, pourront très facilement déclencher une alerte. Voilà. Je peux dire quelques mots sur la combinaison de l'humain et de la technologie et la nécessité de maintenir un accueil. Voilà, je pense que l'intelligence artificielle a encore de grands progrès à faire avant de pouvoir offrir une même qualité d'accueil. Un accueil physique partout dans les territoires, effectivement. J'en suis convaincu également. Le chef d'entreprise peut parfois se demander, on l'a vu à travers ces numéros de téléphone mis à disposition, à travers nos différents sites internet, tous dans nos fonctions, le chef d'entreprise a parfois du mal à savoir vers qui il doit se tourner. Quelle est selon vous la complémentarité de votre action et celle des greffiers tribunaux de commerce? Comment on peut travailler encore plus ensemble pour simplifier la vie des entreprises, puisqu'on est tous là pour accompagner les entreprises? Monsieur Pelouzet. J'allais dire, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire on a longtemps entendu le grand rêve du guichet unique. Alors ça, régulièrement revient le fameux guichet unique. Je ne sais pas combien il y a de guichets uniques maintenant, mais par essence, comme il y en a beaucoup, ils ne sont plus uniques. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le chef d'entreprise qui est en difficulté, il appelle quelqu'un qu'il connaît. Ça peut être sa chambre de commerce, sa chambre de métier, il va aller sur Infogreffe, il va contacter l'un d'entre vous, il va nous appeler nous, il va aller à la BPI. Il est un peu désemparé, et là encore plus dans la période qu'on vit, et il va chercher sur Internet, le site du gouvernement, et il va appeler quelqu'un. Ce qui est important, du coup, c'est pas trop qu'on éduque le chef d'entreprise à appeler le guichet unique, c'est qu'on s'éduque, nous, à renvoyer vers la bonne personne. Et c'est pour ça que ce qu'on fait aujourd'hui est important, c'est-à-dire aujourd'hui tous ceux qui nous écoutent viennent peut-être d'apprendre ou de reconfirmer ou de entendre parler d'outils qu'ils avaient vaguement en tête mais qu'ils ne connaissaient pas. Et quand vous allez être contacté par ces chefs d'entreprise, merci de les renvoyer vers l'un d'entre nous, l'une de nos institutions, et je peux vous assurer qu'on fait la même chose. Régulièrement, on a des chefs d'entreprise en difficulté et on sent que psychologiquement, il n'y a pas qu'un problème de médiation, ça va plus loin, on les envoie vers l'APESA et ainsi de suite. Donc, c'est là où ça va se jouer. C'est que nous tous, petit à petit, on constitue un réseau, et c'est peut-être là aussi une des leçons qu'on va prendre de cette crise, un réseau qui se renvoie les chefs d'entreprise, qui envoie ces chefs d'entreprise vers la bonne personne, vers la bonne institution, et qui les accompagne pour être sûr qu'ils vont bien jusqu'au bout, c'est pas mal aussi. Je crois qu'une convention est en cours de réflexion, d'élaboration, j'ai envie de dire, entre le Conseil national des greffiers et les médiateurs des entreprises. Et également, je crois, avec Infogreffe, un partenariat est évoqué pour justement, encore une fois... C'est complètement l'idée, de même qu'on travaille avec APESA, avec le portail du rebond, avec BPI, bien évidemment. Il faut qu'on recrée ou qu'on renforce ces liens, peut-être qu'on les institutionnalise au travers de conventions, même si on se parle déjà pas mal, mais c'est bien aussi d'aller plus loin, ne serait-ce que pour que les femmes et les hommes qui composent ces institutions passent un peu de temps ensemble, se comprennent, là aussi, comprennent les bons rouages, les bons mécanismes. Et tout ça, encore une fois, je pense que c'est notre responsabilité de le faire. Ça, on ne peut pas juste dire aux chefs d'entreprise, vous avez plein de choses à votre disposition, débrouillez-vous. Un chef d'entreprise qui est en difficulté, qui est face à la crise qu'on connaît par exemple aujourd'hui, c'est pas à lui de faire ça, c'est à nous de l'aider à trouver le bon chemin. Parfait. Madame Tissier, peut-être ? J'ai pas beaucoup de choses à rajouter parce qu'effectivement,
On a cette complémentarité à développer encore plus qu'elle ne peut l'être. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui ou cette table ronde, c'est aussi un très bon moyen de faire connaître les dispositifs qui existent chez chacun de nous. Et puis moi, je rajouterais un élément par rapport à comment faire sur l'après. Je pense que chacun de nous avons un rôle vraiment dans la sensibilisation du chef d'entreprise, de l'homme ou de la femme, je dirais, enfin, quand tout va bien ou quand les choses ne vont pas encore trop mal. Pour ce qui est de nous, pour le lab au sein de BPI France, donc comme je vous disais tout à l'heure, on fait des études, on a travaillé notamment sur la solitude du dirigeant. D'ailleurs, c'est à l'époque on avait travaillé avec l'APESA et avec un autre chercheur, Olivier Torres, qui est vraiment un spécialiste de la santé des dirigeants. Et ce qu'on voit, c'est que l'information, elle ne doit pas arriver non plus trop tard. Donc, dans notre quotidien, encore une fois, c'est le rôle à la fois de nos organisations et encore une fois des individus qui les composent, de bien faire connaître, d'être dans une écoute active et dans une intention aussi positive vis-à-vis des personnes qui sont en face de nous, pour pas hésiter à parler à la fois de ce qu'on fait et encore une fois de ce que l'écosystème fait. Je pense que, enfin, ça peut se voir aujourd'hui, il y a quand même une certaine humilité et une volonté d'apporter des réponses aux chefs d'entreprise. Et moi, je crois beaucoup à ces intentions-là. Parce qu'après, il peut y avoir des petits couacs ou des petites choses qui ne se font pas, mais sur le moyen long terme, en tout cas, ces choses-là, elles se font quand même. Et le Conseil national des greffiers, vous le savez, a élaboré un observatoire statistique, oui. Voilà, dans lequel on a un certain nombre de données chiffrées sur les entreprises qui vous intéressent forcément. Et vous avez également des données susceptibles de nous intéresser dans nos réflexions. Ouais. Donc je pense qu'on est amené, BPI, le Lab, en tout cas, et le Conseil national des greffiers, à travailler ensemble. Exactement. On en parlait un petit peu en préparation de cette table ronde. Tout à fait. Donc effectivement, il y a des choses à faire aussi. Moi, ce qui me paraît important, c'est aussi la transversalité. Enfin, je rejoins M. Pellouzet. Il faut sortir de cette période qui est heureusement un peu ancienne grâce à la crise où certaines structures voulaient être hégémoniques. Effectivement, c'est un peu le guichet unique. Voilà. Et l'idée d'être cette transversalité, elle permet aussi aux chefs d'entreprise de ne pas être confrontés à des silos. C'est-à-dire que l'information circule entre des services. Et pour ce qui concerne APESA, lorsque certaines structures attirent l'attention du chef d'entreprise sur le fait qu'ils doivent faire attention à sa santé, qu'il n'est pas un super-héros et qu'il a aussi des limites à ne pas dépasser, et qu'il vaut mieux déplacer les limites plutôt que les dépasser, par exemple. Voilà. Un écho peut être fait sur le site d'Infogreffe. L'idée, c'est de trouver de l'information. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est un témoignage que je vous livre, les psychologues d'APESA interrogent les entrepreneurs en souffrance pour savoir depuis quand datent leurs difficultés. Et comme nous sommes des jurys, nous savons bien qu'une ouverture de procédure de redressement judiciaire doit être demandée dans un délai de 45 jours. Bon, voilà, enfin, vous voyez bien à quoi je veux en venir. La réponse de tous les chefs d'entreprise, c'est en général, ça dépasse 1 an. C'est-à-dire que plutôt aussi, on attire et on donne des outils aux chefs d'entreprise sur la dégradation de la santé financière de son entreprise et aussi à la dégradation de sa santé physique et psychologique, la perte de sommeil, etc. Ça rejoint les travaux effectivement d'Olivier Torres d'Amaroc. Eh bien, plutôt, ça lui permet aussi simplement et concrètement et au quotidien de comprendre qu'il doit éventuellement faire appel à un tiers s'il n'est pas capable pour régler des problèmes. Quand on peut régler les problèmes soi-même, ça ne pose aucune difficulté. C'est d'ailleurs même la caractéristique des chefs d'entreprise qui sont indépendants. Le problème du chef d'entreprise, c'est à quel moment je dois m'en remettre à un tiers. Ce n'est pas si simple au quotidien dans sa psychologie. Encore faut-il d'ailleurs que ce tiers soit évidemment neutre, de bonne foi et de bonne volonté et ne puisse pas devenir un prédateur, parce que quand on a des difficultés en tant que chef d'entreprise, évidemment, on peut aussi devenir une proie, ce qui est quand même un peu triste dans l'époque actuelle. Très bien, merci. Dieudonné, veux-tu rajouter quelque chose avant que l'on passe aux questions des internautes? Oui, rapidement, qu'est-ce que je peux dire? Au quotidien, une de nos missions aussi d'accompagnement, c'est d'orienter le chef d'entreprise vers le bon interlocuteur. Marc évoquait le livre 6 du Code de commerce tout à l'heure. Il y a d'autres dispositions qui encadrent nos missions. Je suis greffier, mais je ne suis pas un expert comptable, je ne suis pas notaire, je ne suis pas non plus un agent immobilier, et toutes ces professions-là. Et pourtant, au quotidien, nous sommes sollicités parfois des questions qui dépassent nos missions. En tout cas, le champ de compétences des greffiers de tribunal de commerce. Donc, il s'agit d'orienter le chef d'entreprise vers le bon interlocuteur. C'est ce que nous faisons au quotidien. Maintenant, mon objectif,
dans le cadre de ma mission en tant que président d'Inforef, c'est de proposer aussi ces mêmes solutions de façon numérique. On a dit tout à l'heure, c'était une alternative. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est aussi dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on a expérimenté pendant le confinement, c'est qu'on a mis, je dirais, un numéro vert gratuit. On a échangé avec des professionnels du droit, des réseaux, qui aussi proposaient des services d'accompagnement des chefs d'entreprise pour un conseil en 5, 10, 15 minutes. Et on a proposé ce service-là sur notre site pour orienter le chef d'entreprise qui a besoin d'un conseil, qu'on oriente vers le bon conseil. Et c'est ce que nous faisons aussi. De plus en plus, nous avons un partenariat qui est en cours d'élaboration avec BPI France. J'en profite aussi pour le saluer, pour le souligner. En tous les cas, depuis pas mal de temps, puisqu'il y a des informations qui sont sur votre portail et dont vous avez la connaissance et la maîtrise. Donc, charge à nous, on a quand même tous les jours plus de 100 000 consultation de notre site, visite. Donc c'est un peu comme chaque jour, les stades de France remplis, venez consulter le site d'Inforef. Donc voilà. Donc, et ça pour nous, c'est aussi un vecteur, c'est un élément qui nous permet d'orienter tous ces chefs d'entreprise qui consultent notre site, d'aller vers le bon interlocuteur. Aujourd'hui c'est l'avocat, peut-être demain l'expert comptable, ça pourrait être aussi le notaire, que sais-je encore. Donc c'est dans cet état d'esprit, qu'on a organisé aussi l'année dernière de Law Corner, je dirais un événement d'accompagnement de chefs d'entreprise, un accompagnement personnalisé, adapté. Autour de nous, il y avait des greffiers, notamment, il y avait Inforef, il y avait aussi des avocats, des experts comptables, des legal tech, pour expliquer aux chefs d'entreprise qui se sont retrouvés au Havre, à Lille et à Paris pour, effectivement, les chefs d'entreprise, ceux qui étaient en phase de création d'entreprise ou qui étaient déjà devenus prendre des conseils sur des points particuliers. Les aides publiques, par exemple, c'est là où on a découvert aussi des chefs d'entreprise étaient à l'affût des aides publiques, de financement public adaptés à leur structure, à leur profil. Donc c'est le nouveau service d'ailleurs que nous venons de lancer il y a quelques jours. On va lancer d'autres services digitaux, mes obligations légales, c'est le besoin. J'ai une question justement Internet sur ce sujet. Philippe Gras, greffier du Mans. Est-ce que les law corners vont se généraliser? Est-ce qu'on peut imaginer que ces événements qu'on a vus très intéressants au niveau local pour les chefs d'entreprise peuvent se développer au niveau national? Alors l'objectif, justement, l'année dernière, c'était de le déployer en 2020 sur l'ensemble du territoire. Mais le Covid est passé par là. Donc ce n'est que partie remise. Tout à fait. C'est tout à fait parce qu'il y avait une. Ce sera l'année du. Exactement. On l'espère en tout cas parce qu'on l'avait. Voilà, exactement. On l'avait programmé. On n'a pas pu le faire déployer parce que, tout simplement, on n'a pas pu parce que c'était en présentiel. On pourrait imaginer aussi de façon dématérialisée d'organiser ce type d'événement envoyé vers le médiateur. Moi, je tiens parce que je pense, M. Pelouzet, dans les prochains jours, il va falloir qu'on se retrouve parce qu'on a des choses à se dire. Avec grand plaisir. Parce que je pense les chefs d'entreprise sont très intéressés les dialogues. Voilà, exactement. BPI France c'est déjà fait, mais on pourra se revoir aussi avec Mme Tissier. Marc, on se voit régulièrement, la question ne se pose pas, mais en tous les cas, je pense à les médiateurs d'entreprise sur notre site orienté vers le médiateur d'entreprise. Ça, c'est une des offres à proposer dans les prochaines semaines, je pense. Les entremetteurs, c'est magnifique. C'est ça. J'ai une ultime question, pareil, d'un internaute qui nous demande, cette crise va se prolonger quelques mois probablement. Quels sont vos projets par rapport à ce prolongement de crise? Comment vous anticipez un éventuel reconfinement, par exemple? Alors, quels sont les projets? Il y en a plein. Oui. Pour ce qui est de BPI France, il y a déjà tout le plan de relance à déployer, plus les plans qui ont été annoncés en fin de confinement ou au déconfinement pour les filières les plus touchées. Je pense notamment au tourisme, mais c'est vrai aussi pour l'auto et l'aéro. Et puis après, je reprendrai encore une fois les propos de Nicolas Dufourcq, notre directeur général. C'est le moment d'accélérer. C'est ce qu'il considère un peu tout le temps, hors crise aussi. Mais c'est vrai aussi pendant cette crise. Ce que je peux observer, c'est que on aurait fait cette table ronde en juillet. Il y avait vraiment un sentiment d'après-crise. On est à la rentrée, on est même maintenant mi-octobre. Il y a un autre sentiment qui est que ça va durer. Et du coup, l'incertitude et le manque de visibilité, ils s'ancrent dans le temps. Donc ça peut complexifier quand même les choses, il faut se le dire. On parlait aussi en déjeunant ce midi d'entreprises qui allaient avoir des difficultés qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui, mais qui se verront beaucoup plus certainement début 2021. Donc je pense qu'à ce moment-là, encore une fois, là je parle juste pour le nom de BPI France, on s'adaptera aussi en fonction de ce qui se passera. Je pense qu'il faut qu'on accepte de toute façon ce niveau d'incertitude, il est extrême. Donc tout ce dont on a fait preuve pendant le confinement de vitesse d'exécution, enfin j'allais dire rapidité dans la décision et vitesse dans l'exécution, il faudra qu'on fasse la même chose aujourd'hui et dans les semaines et les mois à venir. Et encore une fois, pour
pour ce qui a déjà été décidé, de déployer, parce que c'est comme dans toute entreprise, décider c'est une chose, exécuter c'en est une autre, et que les effets des différentes annonces ne seront positifs que si l'exécution est parfaite. Donc c'est ce que BP France va essayer de faire. Merci beaucoup. Voilà. Mais écoutez, il est 15h29, et donc je crois que c'est le moment de conclure cette table ronde. Merci à tous. Cette table ronde nous a permis de faire la preuve de l'engagement des greffiers des tribunaux de commerce et de leurs partenaires pour faire face aux difficultés et aussi assurer le développement des entreprises. Merci à tous.